un rêve depuis jeudi, parce que j'avais un gala de boxe ce week-end avec le cercle Colbert. Eh bien, que je sois sur place ou en déplacement, je dois quand même m'entraîner. Donc, le cercle Colbert a pu me mettre une salle à disposition. Et sinon, voilà, j'ai couru un peu dans les rues de la ville. Et voilà, donc, en déplacement ou pas, l'entraînement, ça fait partie de mon quotidien. Ouais, et vous ne rencontrez pas de problème lorsque vous combattez dans des pays qui ne sont pas liés à l'égalité? Non, non, aucun. Aucun. Non. Après, c'est pas que j'ai pas mon coach avec moi, j'ai pas mes partenaires d'entraînement, mais sinon, il faut rester rigoureux, peu importe les circonstances. Okay. En là, on va parler un peu plus de votre carrière. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la boxe? Eh bien, lorsque j'étais très jeune, donc moi j'ai commencé la boxe à l'âge de 11 ans. Il faut savoir que par contre, je suis en République dominicaine, j'ai vécu jusqu'à mes 11 ans, et à mes 11 ans, je suis parti en Guyane française. J'ai vécu également 11 ans, donc jusqu'à mes 22 ans. Quand je suis arrivé en Guyane française, je ne parlais pas le français. Donc j'ai un peu de mal avec tout ce qui était la communication, tout simplement. Vu que je ne parlais pas la langue, il faut savoir que le français, lorsque on ne le connaissait pas, peut être une langue un peu agressive. Vous voyez, l'espagnol, le portugais, étant des langues qui sont un peu plus douces. Donc je ne comprenais pas forcément ce qu'on me disait. Et j'avais l'impression je me sentais un peu agressé. Voilà, vu l'intonation, l'accent, etc. Donc j'étais déjà très bagarreur en République dominicaine, à l'école, etc. Donc je suis arrivé en France, en Guyane française. Je n'arrivais pas à me faire comprendre, je n'arrivais pas à communiquer et je me battais très souvent. Et ce qui m'a valu des renvois de l'école, des semaines de renvoi, etc. Donc, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé en Guyane, chez ma mère et mon beau-père. Mon beau-père, il était concierge de hall sportif où il y avait de la boxe. Donc, je me suis dit, bon, j'ai entendu dire qu'il y avait de la boxe dans ce gymnase, donc je suis parti voir. Et je me suis dit, je vais trouver le compromis parfait, bagarre, pas de punition, c'est parfait. Donc voilà, c'est parti de là. C'est parti de là, mais j'ai très vite accroché avec ce sport par rapport à ses valeurs, les exigences, ça fait vrai. Je trouve que c'est un sport qui fait des vrais hommes et des vraies femmes. Oui, avec toute la rigueur qu'il faut pour réussir. Voilà, c'est un sport vraiment complet. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Quel a été votre parcours jusqu'à devenir champion de boxe? Donc je suis parti de la Guyane à l'âge de mes 22 ans, où j'ai intégré l'équipe de France olympique, donc à l'INSEP. Jusqu'en 2018, je suis resté 2 ans, j'étais prévu pour l'Olympiade de 2020 à Tokyo. Mais voilà, ma vie de famille et les aléas de la vie ont fait que j'ai dû quitter l'équipe un peu plus tôt que prévu. Voilà, pour occuper aussi de ma vie de famille, ce qui n'est pas très simple, parce qu'il faut savoir, lorsqu'on est à l'INSEP, on est quand même pris en charge. Moi, je vivais à l'INSEP, carrément. Donc j'avais ma chambre, j'avais la restauration, tout était pris en charge par la fédération ainsi que par la fédération en gros. Et donc, il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de revenus. On n'a pas de revenus, on a des aides perso, ce qui s'appelle des aides perso, qui sont d'un montant total de 200 euros, en tout cas c'était le cas à l'époque, 200 euros par mois. J'étais déjà père de famille à cette époque, je venais d'avoir mon fils, donc j'ai intégré l'INSEP, mon fils il avait 1 mois et demi. Je suis arrivé donc à Paris, mes soeurs qui étaient déjà à Rennes, ont pu accueillir ma femme et mon fils. Et moi je le voyais, on va dire, tous les 15 jours, voire une fois par mois. Et c'était très compliqué, j'ai tenu 2 ans comme ça, mais je n'ai pas pu le tenir davantage. Et j'ai décidé de tout laisser tomber à ce moment-là et de rentrer rejoindre ma famille à Rennes et de m'occuper d'eux et voilà, de faire en sorte d'être plus présent parce que j'ai raté beaucoup de moments avec mon fils que jusqu'à aujourd'hui j'ai le regret par rapport à ça. Et aujourd'hui, quel est votre palmarès? Qu'est-ce que vous avez gagné en tant que champion de boxe? Chez les amateurs, mon palmarès est de 58 combats, donc 42 victoires,
8 défaites et un nul. Et chez le professionnel, jusqu'à aujourd'hui, je suis vaincu en 16 combats, 0 défaites et 9 victoires par KO. Et quelles sont les perspectives d'avenir concernant? Eh bien, c'est actuellement un peu en négociation, on va dire. On est en train de voir où est-ce qu'on attaque, parce que je suis actuellement classé dans le top 10 des 4 fédérations mondiales, notamment le numéro 4 à la WBC, à la WBA, pardon. Donc c'est le meilleur classement pour l'instant, et donc on est en train de voir soit je fais une défense du titre, soit j'essaie de m'attaquer à un titre mondial ou à une demi-finale mondiale. Et après cette carrière, qu'est-ce que vous envisagez? Eh bien, j'envisage, je pense, de poursuivre dans la voie que je suis déjà. Je suis également en parallèle de ma carrière de sportif. Je suis également coach au sein de mon club. Je donne des cours aux jeunes dans la bourse éducative ou également aux adultes en loisir. Et voilà, donc mon but sera je pense, de continuer dans ce domaine-là et de transmettre ce qu'on a. Parce que aujourd'hui, vous avez 31 ans. Jusqu'à quel âge J'aurais 31, mais pour l'instant, 30 ans. Jusqu'à quel âge, pour l'instant, vous envisagez de combattre et pas d'enseigner juste les têtes comme ça? Mais il faut savoir qu'en boxe, généralement, les grosses catégories comme la mienne durent un peu plus longtemps dans le temps, donc ça peut aller jusqu'à 38 ans de moyenne. Mais moi, je pense, vu que j'ai commencé assez jeune et vu, voilà, c'est l'importance de la vie, etc. Donc, je pense que jusqu'à mes 33 ans, je boxerai. Il reste, on va dire, un peu 2 ans et demi encore. Question pour vous, Chloé. Léo Leonardo nous a parlé d'un planning d'entraînement qui était assez chargé. Est-ce que le constat est le même au Pôle France? Oui, il faut savoir que sur le pôle, c'est la même chose. Le matin, en général, c'est préparation physique et en fin de journée, c'est soit mise de gants, soit leçon technique. À peu près tous les jours, 2 entraînements par jour, sauf le mercredi. Et en général, il n'y a que le dimanche en repos. Donc c'est sûr que ça fait des bonnes semaines avec une grosse charge d'entraînement. Donc si on est là aussi, c'est pour parler de numérique. Vous, Leonardo, comment est-ce que vous voyez les choses? Comment vous intégrez le numérique dans votre pratique, notamment avec une planification d'entraînement qui est assez chargée? Et pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir l'intégrer. Mais je me dis que dans ce avenir assez proche, ça pourrait servir aux boxeurs qui sortent de KO, par exemple, ou qui sont blessés par différentes raisons, mais surtout voilà, qui peuvent encore se servir de leurs bras pour pouvoir boxer, on va dire, soit sur place, soit assis dans leur fauteuil. Mais voilà, c'est quelque chose, par exemple, pour un boxeur qui vient de subir un KO, il ne peut pas boxer, il me semble, pendant 45 jours. Pendant 45 jours, donc ça pourrait servir à qu'il reste actif sans pour autant prendre des coups. Vous voyez? Donc, plus dans le virtuel, où il va garder ses réflexes, il va travailler également ses coups, ses aptitudes, mais il ne recevra aucun coup, donc ça ne causera pas de problème par rapport au cas qu'il vient de subir. Ou bien, par exemple, moi, je donne mon exemple, j'étais blessé à la cheville à l'INSEP, 3 ligaments rompus à la cheville droite, pendant un cours j'étais en formation de BGF, c'était le cours de basket, et je n'étais pas dans ma discipline. Mais j'ai dû un peu couper, je faisais beaucoup de vélo à la main, je ne sais pas comment faire ça. Le rameur, je pouvais le faire avec une jambe accrochée, c'était assez compliqué. Mais voilà, je pense qu'avec la réalité virtuelle, j'aurais pu, en quelque sorte, travailler avec sur place, et même, voilà, je pense sur place, parce qu'il y a vraiment l'intérieur du monde. Je pense que sur place, ça aurait été un outil de travail intéressant à cette période. Donc on voit que le numérique dans le box, c'est quand même un réel intérêt. Vous, Chloé, qu'est-ce que vous avez mis en place au Pôle France justement pour intégrer le numérique dans la boxe? Du coup, au Pôle France, on a mis justement la réalité virtuelle en place depuis 4 ans,
je ne me trompe pas. Donc avec des améliorations petit à petit à force d'utilisation. On a mis aussi l'analyse vidéo avec Path Analytics sur l'utilisation de capteurs au niveau des poignets qui peuvent nous permettre de déterminer les cadences qui sont faites pendant les combats. Puis derrière, qui nous génèrent des gifs et qui nous permettent de caractériser quel coup a été le plus utilisé, où est-ce que ça a été visé, si ça a touché ou non, et donc d'être plus performant et plus précis dans comment le boxeur boxe. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou bien sur quel point faible jouer sur l'adversaire. On a mis aussi en place toute une base de données des concurrents pour justement analyser la concurrence. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été déployées, notamment grâce à Paris 2024, et qui sont utilisées et qui nous permettent d'être plus performants. Et combien de temps ça a mis avant d'adoptionner toutes ces choses? C'est très long et il faut user les applications, les choses qu'on met en place pour se rendre compte de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On arrive parfois avec des certitudes, des idées, et au final on met en place et on se dit en fait non, c'est pas fonctionnel sur le terrain, il vaut mieux adapter comme ci ou comme ça, et c'est qu'en faisant en fait qu'on se rend compte de l'utilité et de la fonctionnalité des choses. Donc malheureusement ça met du temps. J'imagine que les outils sont tout le temps en développement en fait. Exactement. Encore il y a une semaine, j'étais en train d'écrire aux ingénieurs pour pouvoir déployer deux choses sur l'analyse vidéo. Et avec Richard, régulièrement, on fait des allers-retours sur la réalité virtuelle. Question pour vous, Lionel. Chloé vient de nous expliquer que le projet Path Analytics vise à analyser les techniques des boxeurs à partir de vidéos de combat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Oui, tout à fait, oui. Donc vous avez évoqué effectivement ces deux projets qui sont EVA et Path Analytics, et qui ont été donc, des projets soutenus par l'ANR, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui nous ont permis de commencer. C'est-à-dire qu'on avait certes des compétences en réalité virtuelle, moi j'avais déjà travaillé en analyse vidéo, mais on n'avait jamais travaillé en fait, dans un contexte de soutien directement aux athlètes, aux coachs. Et c'est ça qui était vraiment passionnant à faire, qui était nouveau. Donc ça a pris du temps. Effectivement, ce n'est pas encore totalement fonctionnel parce qu'en 4 ans, en fait, on ne peut pas révolutionner les choses. Et surtout parce qu'on a appris, et c'était l'enjeu qui était proposé par l'ANR, c'était de s'adapter au terrain. C'est-à-dire que c'est quelque chose finalement assez nouveau pour nous chercheurs parce que la finalité, c'est publier, partager la connaissance, mais pas forcément rencontrer ses utilisateurs. C'est quelque chose qui est sur le plus long terme généralement, donc c'est quelque chose de tout en conscience. On fait de la valorisation, on travaille avec des entreprises ou des structures comme une fédération. Donc on était plutôt sur le long terme. Et là, avec l'impulsion de Paris 2024, on a dit en 4 ans, qu'est-ce qu'on peut faire. C'était vraiment un défi qui était passionnant. Et donc on a commencé avec des choses extrêmement complexes. On est arrivé, moi je suis plutôt du domaine de la computer vision, vision par ordinateur, animation 3D. Puis finalement, c'était certes des choses qui étaient techniquement très avancées, mais qui ne répondaient pas en fait au travail. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant au travail avec Chloé, avec de voir, d'ajuster en fait. Où est-ce que les techniques automatiques pouvaient permettre de gagner du temps, et puis aussi d'aller jusqu'à des choses plus adaptées et des conditions de place, des protocoles, des manières de travailler, et qui étaient vraiment dans un échange avec le terrain. Et donc ça a commencé avec l'analyse vidéo, et puis on s'est aperçu que justement pour être plus efficace, il ne fallait pas uniquement voir les choses sous l'angle de notre spécialité, l'analyse vidéo. Chloé a évoqué des capteurs, donc c'est des centrales inertielles, et donc on a mis en place un protocole, on a réussi à déployer en situation de compétition, et avec le stress. Et là, donc, on a déplacé tout un laboratoire, un mini-laboratoire, on était à 4 ou 5 dans les gradins. Et là aussi, ça a été extrêmement tordu, intéressant. Mais là, on ne pouvait pas faire plus sur le terrain. Ça a été vraiment extraordinaire. Et Chloé évoquait aussi d'autres choses. Donc, on est aussi sur des continuums entre analyse automatique et puis aussi des choses plus faites à la main aussi, sur les interfaces de machines. Enfin, ça nous a vraiment élargi tout un champ parce qu'il fallait être pragmatique, il fallait être adapté au terrain. Et si j'ai bien compris, les projets étaient sur 4 ans. Est-ce que les moyens mis en place aujourd'hui sont les mêmes que alors,
pas du tout. Oui, oui, il y a eu cette impulsion, effectivement, de l'ANR qui était vraiment très bien, qui a permis de donner cette idée, ce pic. Et donc, on ne peut pas. Et puis, encore des situations, enfin voilà, il n'y a plus les Jeux Olympiques, les situations budgétaires sont un peu tendues, mais on essaie quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un élan qui a été créé. C'était vraiment pas voilà, à fond perdu, parce que vraiment, il y a quelque chose, on a appris à travailler ensemble, on a vraiment créé quelque chose de nouveau. Enfin, je pense que pour les chats, c'est déjà pareil, quoi. Et là, maintenant, voilà, on cherche des financements, on va continuer les choses. Et surtout, on essaie de conserver les compétences, parce que c'est ça, en fait, qui est relativement dramatique. C'est-à-dire que tous ces jeunes, comme vous, qui ont pu travailler donc, sur des contrats de recherche, ils ont acquis des compétences, et des compétences aussi humaines, et donc on essaie de conserver ça. Merci. Leonardo, concernant comment est-ce que vous, justement, vous voyez l'utilisation de la vidéo dans votre quotidien? Ça peut beaucoup servir justement pour analyser les adversaires. Pour les boxeurs qui boxent les adversaires, par exemple, qui ont une garde inversée, droite et gauche, ça peut être intéressant pour la garde, d'autant plus pour les boxeurs de garde inversée. Savoir vraiment de quel côté ils tournent le plus, savoir ce qu'ils tournent beaucoup sur le bras arrière, par exemple, pour pouvoir justement travailler sur le bras arrière, pour le passer par-dessus la garde, etc. Moi, il faut savoir personnellement que je n'aime pas du tout visionner les combats de mes adversaires. Je suis l'un des rares boxeurs, je pense que lorsque on me dit tu boxes tel, je ne vais pas taper leur nom sur internet pour voir comment ils boxent. Parce que je trouve que, en fait, ça m'est arrivé une fois chez les amateurs. Et je me suis fait une image de la boxe de l'adversaire. À l'époque, c'était en demi-finale du championnat de France. Et la boxe qu'il a mis face à moi n'était pas du tout la même. Donc j'étais vraiment complètement dans le fond. C'était un boxeur qui restait beaucoup face à face, qui allait vraiment à la bagarre, on va dire, à Castagne. Et je m'attendais à ça. Et je suis arrivé sur le ring, j'ai eu l'impression d'avoir une toupie qui tourne autour de moi. Il était très très mobile et ça m'a valu une défaite. Et depuis ce jour-là, j'ai appris de cette erreur. Je me suis dit, je ne visionne pas, je ne fais pas une image, je travaille sur tous les points. Et par rapport à ce que j'ai en face, je l'adapte. Mais est-ce que vous utilisez la vidéo pour vous améliorer vous-même en fait, sur vos mouvements, vos différents combats, que vous concentrez sur votre personne? Oui, ça oui. Par exemple, lorsque je fais des sessions de sparring, mon coach il demande assez souvent que ça soit filmé pour justement travailler, regarder un petit peu, pour corriger les erreurs que je commets, que ce soit défensivement ou offensivement, ou sur les déplacements. Donc oui, on travaille vraiment là-dessus. Dès qu'il y a ce sparring avec mon coach, par la suite on se pose et on analyse un petit peu ce que j'ai fait et les erreurs à corriger. Est-ce que ça représente beaucoup de temps dans votre planning de la semaine? Pas tant que ça, on se pose souvent autour d'un café, simplement. Si c'est une session de sparring, ce qui est très rare de faire 12 rounds de sparring, si on fait 2 lors d'une préparation, c'est déjà assez. Généralement, on tourne plutôt autour des 8-10, parce qu'on enchaîne, donc on ne peut pas enchaîner 12 rounds de sparring sur 3 jours d'affilée, par exemple, le corps ne sera pas utile en tout cas. Donc ça ne prend pas tant de temps que ça. Je pense que en 3 quarts d'heure, c'est plié généralement. Le tour de café et toutes les discussions. Est-ce que vous pourriez expliquer le terme sparring pour le public si jamais? Sparring, sparring, c'est comme un test de match. C'est comme si vous aviez un combat, sauf que contrairement au combat où vous êtes protégé par un casque. Vous avez des gants en 16 ou 18 OZ, au lieu de 10, donc des gants qui sont beaucoup plus rembourrés que les gants de combat. Donc, pour limiter les dégâts lors des entraînements, les entraînements, le but c'est de se préparer, mais de ne pas forcément se détruire. Donc le terme de sparring, c'est ça. Donc, on s'entraîne, de protéger
c'est test match. Ils sont en situation de combat, mais protégés un peu plus que le jour du combat. Merci. Charles, Alors, juste préciser quelque chose, et justement, et voir la réaction de Michel. En fait, là, vous avez posé la question, effectivement, à Leonardo, s'il utilise la vidéo. Il faut voir qu'en tant que scientifique, nous, on travaille essentiellement plutôt avec le staff. C'est-à-dire qu'on n'est pas, justement, comme on ne voit pas du tout la technologie, la science, pas vocation à se substituer au coach, nous, on va plutôt travailler directement, en fait. Et donc, on ne va pas, voilà, nous, on ne va pas aller se tourner vers les athlètes, enfin, on se parle avec les athlètes aussi, mais ce n'est pas notre rôle, en fait. Et donc, du coup, on développe les outils avec le staff. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est un point important, en fait. C'est-à-dire que, parce que les athlètes, et comme vous l'avez évoqué Leonardo, ils ont vraiment leur préparation personnelle, ils ont leur manière, et ce qui est finalement autre chose encore. Ensuite, les données qu'on a apportées, c'est plus en fait dans la conduite de l'entraînement, la conduite voilà, pour la prévention de blessures ou le profilage, c'est le sens des risques. On fait des rapports, voilà, on travaille à faire des rapports, mais c'est pas être en lien directement avec les athlètes, et pas pour ne pas leur parler, mais pour ne pas justement les influencer et que ça soit le coach en fait qui fasse l'interface. Ça, c'est vraiment un point important. Merci pour cette précision. Richard, j'avais une question pour vous concernant le projet RLL dont nous a parlé Chloé. Vous travaillez sur ce projet également, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors juste, je vais faire une parenthèse avant de parler du projet RLL, parce que tout à l'heure, quand vous demandé sur le numérique, comment ça s'intégrait dans tes charges d'entraînement, donc tu as dit effectivement que le numérique, il y a eu l'utilisation de la vidéo, mais finalement, tu l'utilisais peu dans ton entraînement. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Leonardo a justement un passé avec le numérique, même s'il ne l'utilise pas au quotidien dans son entraînement, et notamment la réalité virtuelle. Ça a quand même été, dans tout ce qu'on a mis en place avec le Pôle France, on doit voir, vous voyez les vidéos ici, ça a été notre premier sujet qui nous a fait toutes les captures de mouvement dont on avait besoin pour créer cet humain virtuel dans la réalité virtuelle. Donc en fait, Leonardo sait très bien, de par le passif qu'on a, le passé, parce que le passif ça peut paraître négatif, alors c'est très très positif, vous voyez ici une modélisation des mouvements de Leonardo. En fait, c'est un des constats qu'on a eu avec le Pôle France de boxe aussi, c'est que finalement, même Leonardo, qui a vu ce que c'était que la capture de mouvement, qui a vu comment on pouvait utiliser la réalité virtuelle et les intérêts que ça avait, finalement c'est difficile à intégrer au quotidien. Et donc c'est pas juste comment on fait scientifiquement pour valider les choses, comment on fait techniquement pour créer ces choses-là, c'est aussi comment on arrive à les intégrer, à les diffuser. Et là, nous, on a réussi à le faire, donc on va en parler avec le Pôle France de boxe, parce qu'on avait des financements spéciaux pour les JO Paris 2024. Mais la question qui suit, c'est comment on fait aussi avec les autres clubs et les autres associations. Et donc voilà, c'est un ensemble, c'est quelque part ce constat-là, c'est un constat qu'on a partout, on l'a eu même au niveau du pôle. Quand on est arrivé et qu'on a dit mais comment on peut intégrer ça dans le pôle, finalement, c'est des parties qui n'étaient pas intégrées, qui n'existaient pas, qui répondaient à des problématiques, mais voilà, il y a cette co-construction, cette acculturation commune qui a pris du temps, il a fallu tout co-construire en fait. Et donc ça, c'est hyper important. Cette question du numérique, en fait, très peu d'athlètes ou d'entraîneurs, une fois qu'ils, on parlera d'acceptabilité, d'acceptation à la fin, je pense, une fois qu'ils ont commencé à utiliser ces outils, ils comprennent l'intérêt. Et une fois, c'est le combat. S'ils ne comprennent pas l'intérêt, de toute façon, ils n'utiliseront pas vos technologies, ils n'utiliseront pas vos technologies, vous n'en ferez rien. Donc déjà, c'est ça. Mais finalement, même avec l'intérêt que suscitent ces technologies, c'est finalement très difficile de les mettre en œuvre. Alors, c'est pas très difficile, mais ça demande des moyens. Et donc voilà, c'est le parcours qu'on a fait. Et donc là, je vais pouvoir parler de Réveillard, mais je voulais quand même d'être modeste sur ta connaissance des numériques. Donc Leonardo est à l'origine, quand on a créé ce casque-là, avant même de le développer pour les athlètes de très haut niveau qui sont au Pôle France, en fait, on avait déjà travaillé ensemble sur la création de cet outil-là. Et bah, finalement, cette co-construction qu'on a mis en place après, on l'avait déjà initiée avec Leonardo. Donc, quand il dit que le numérique n'est pas intégré énormément dans sa charge d'entraînement actuelle, dans sa planification d'entraînement actuelle, ça n'empêche pas qu'il ait une bonne vision et que finalement, c'est même un signe de la difficulté, enfin du travail qu'il nous reste à faire pour les intégrer, parce que même quelqu'un qui est convaincu comme Leonardo, finalement, bah, ça demande un travail complémentaire, ça demande des ressources complémentaires, des gens complémentaires de ce qui a classiquement été fait.
Donc voilà, c'est des petites apartés là. En ce qui concerne le projet REVA, vous l'avez un petit peu compris, on va parler de réalité virtuelle. Il faut revenir à la base. La base, la genèse de tout ça, c'est une discussion au sein du Pôle France où leur problématique, c'était d'entraîner la défense des boxeurs. Ils entraînent énormément l'offensive, comment finalement on va toucher, être le plus efficace possible, mais il faut se préserver en même temps. Se préserver pas parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des coups, mais le préserver pour tenir le combat et pouvoir asséner des coups. Et donc la question c'était ça, sauf que le problème c'est qu'entraîner la défense, c'est-à-dire encaisser les coups. Et le constat du manager du Pôle France à l'époque, il nous disait, mais finalement, nos boxeurs et nos boxeuses se laissent plus à l'entraînement qu'en combat. Et donc, il faut trouver une solution. Il faut qu'ils s'entraînent toujours davantage, mais s'entraîner davantage veut dire augmenter la charge physique, et surtout, dans le sport de combat, augmenter les impacts. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Et en plus, moins vous êtes bon en défense, plus vous entraînez la défense veut dire encaisser des coups. Et donc ça, c'est quoi et donc voilà, donc ça a été ça le constat, c'est finalement, est-ce qu'avec la réalité virtuelle que nous, on utilise pour travailler beaucoup sur la prise d'information, c'est comment finalement vous allez prendre l'information sur l'adversaire pour anticiper et pour faire des meilleures esquives, des meilleures parades ou des meilleures esquives, enfin défense contre-attaque. C'est-à-dire que vous allez non seulement défendre correctement, mais vous placer en position de contre-attaquer de manière efficace. Et c'est le cœur de ce qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, au tout départ, nous, on voulait travailler, on s'était mis d'accord pour travailler uniquement sur la défense. Déjà, c'était un gros plus. Mais finalement, par les interactions que tu disais tout à l'heure, est-ce que, tu disais tout à l'heure, est-ce que finalement ces outils évoluent de manière constante? Oui. Quand on a mis en place des outils, c'était déjà bien. Les entraîneurs, il a fallu justement qu'on arrive à mettre un outil commun qui soit très pertinent pour eux, qui permettent vraiment d'entraîner la défense tu parlais de profilage, et de quantifier les défenses. Identifier si un boxeur, par exemple, fait toujours une esquive latérale à gauche, on va détecter ça. Et ça veut dire que si nous on le détecte, le boxeur en face va détecter. Et très vite, le boxeur lit, comme tu parlais de tout à l'heure, justement, où tu as été surpris par un boxeur qui a changé sa stratégie de combat. Ça, c'est des choses, les boxeurs de base le lisent très très vite. Et donc, si vous avez un stéréotypage de notre défense, il va être perçu, et donc il va anticiper, et donc vous allez perdre. Et donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place, mais très vite, finalement, les entraîneurs du pôle nous ont dit, ouais, mais en fait, la boxe, c'est dynamique, c'est bien la défense, mais en fait, ça marche super bien, du coup, on veut plus. On veut la défense contre-attaque. Et donc, à partir de là, on a complètement changé la version 2, devenue justement un outil de défense contre-attaque, et puis simplement de défense. Et donc, c'est cette co-construction qu'on a de manière permanente. Et donc l'idée c'était ça, c'est finalement comment on va créer cet outil de réalité virtuelle qui permet de défendre, d'entraîner la défense, ce qu'on appelle le modèle défensif des boxeurs et des boxeuses. Et donc on a mis logiquement un adversaire. Cet adversaire, il a la volonté de toucher, parce que c'est pareil quand on fait un entraînement face à un entraîneur ou un sparring partner comme tu disais, l'entraîneur par exemple va essayer d'entraîner la défense, va être même très très efficace, mais il n'a pas une volonté de toucher, de blesser. Donc on ne se retrouve pas totalement non plus en condition de combat. Là, on va pouvoir avoir un adversaire, par exemple avec les mouvements de Leonardo, et puis après on a fait avec d'autres boxeurs et boxeuses du Pôle France. Finalement, on les capture en véritable intention de toucher et de frapper et de blesser. Et ça, on va pouvoir le mettre dans ces conditions-là. Et là, on a des vraies conditions de combat. Ça, l'avantage du numérique, c'est pas juste d'avoir ce casque de réalité virtuelle qui va vous simuler. Ok, ça fait un shadowboxing un petit peu plus évolué, où on a une vraie situation de combat, où on a une vraie contextualisation et surtout une vraie prise d'information. Mais en plus, on a des capteurs. Dans le numérique, il y a le côté informatique, graphique, qui est cette restitution du casque, mais on a les capteurs, vous en parliez tout à l'heure. Ces capteurs vont nous donner plein d'informations. Et donc, non seulement on va savoir exactement la défense qu'a réalisé le boxeur, mais comment elle a été réalisée, et en fonction de l'adversaire. On est en interaction. Dès qu'on va vouloir étudier les interactions entre des athlètes, le problème c'est que chacun évolue en fonction de l'autre. Et finalement, c'est très compliqué à quantifier. Là, un des deux protagonistes, un des deux boxeurs ou boxeuses, il est contrôlé. À partir de là, on sait qu'en fonction de ce qu'il a fait, à cet instant, l'adversaire réel, celui qu'on entraîne, il a réagi de telle manière, il a fait tel type de défense, tel type de contre-attaque, il y a réussi, ou il a réussi, ou il n'a pas réussi. Et donc finalement, c'est ça, tout le cœur de l'OPVA, c'est ce couplage entre technologie, on a plein d'informations,
on va stimuler le boxeur, on va récupérer ces informations, et science, où finalement, comment on exploite ça de manière pertinente, comment on fait des retours aux entraîneurs, et tu le disais, effectivement, on passe par les entraîneurs, même si, je ferai une petite parenthèse, quand on discutait avec les entraîneurs, ils nous ont dit, si vous arrivez à aussi créer un lien directement avec les boxeurs et finalement leur montrer l'intérêt directement sans que ce soit via l'entraîneur, c'est double force en fait. Parce qu'ils sont convaincus par le staff et par l'entraîneur qui met ça en place, mais en plus eux-mêmes, s'ils sont convaincus, c'est la même chose. Et donc voilà, donc ces outils-là, le côté science, c'est finalement ce qu'on perçoit, comment on l'analyse, les mouvements qui sont produits, les réactions, tout ce couplage, qu'on appelle perception-action, couplage de comment je perçois et comment j'agis. Tout ça va nous donner énormément d'informations et scientifiquement, ça soulève aussi énormément de questions. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les limites de ce projet justement? Alors les limites, il y en a plein. Il y a beaucoup plus d'avantages que de limites. Non, il y a toujours des limites. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un outil qui est un outil informatique. Tout outil informatique a ses limites. Que ce soit au niveau champ de vision, par exemple, une des grosses problématiques qui s'était posée au début quand on l'a fait au niveau du Pôle France, c'était finalement qu'on a un adversaire qui est quand même à distance de pouvoir approcher. Le casque de réalité virtuelle a un champ de vision notamment vertical qui est limité. Est-ce qu'on voit les appuis sont fondamentaux dans le départ des actions? Est-ce que finalement on voit les pieds? Est-ce qu'on a toutes les informations qui sont nécessaires aux boxeurs pour prendre cette décision? Et finalement, il s'avère que oui, mais c'était une des limitations possibles. Et de la même façon, on va avoir des limitations, c'est-à-dire qu'on reproduit un geste réel qu'on a capturé sur un boxeur, qui est appliqué sur un autre boxeur, donc ça on a travaillé dessus pendant 25 ans, ça ne rajeunit pas, mais sur comment finalement on transcrit ce mouvement qui est capturé sur un humain qui n'a pas la même morphologie que l'humain virtuel face auquel vous boxez, tout en préservant le mouvement le plus naturel. Et l'autre limite, et là c'est ce qui se passe dans les jeux vidéo notamment, quand on veut avoir un système qui réagit très vite, qui est très réactif, on va déformer le mouvement pour s'adapter. Il était en train de faire un direct avant, finalement, dans le jeu vidéo, tu te demandes de changer, hop, pendant le direct avant, il va faire un petit décalage qu'on n'aurait jamais dans la réalité. Et les enchaînements vont être cassés aussi de la même façon. Ça, si on commence à le faire dans la réalité virtuelle, on a créé un jeu vidéo hyper interactif, c'est génial. Mais nous, ce qu'on fait, c'est apprendre aux boxeurs à lire des vraies séquences. Des séquences d'action, des séquences de mouvement qui existent et pas créées informatiquement. Et donc là, c'est toute la difficulté où on est obligé de trouver des parties du mouvement qu'on va modifier et des instants où on ne modifie pas pour que la prise d'information ne soit pas du tout altérée et qu'on soit sûr que ton entraînement, tu t'entraînes pas à quelque chose qu'il faut. Quand tu vas arriver sur le ring, finalement, wow, c'est pas du tout ça en fait, je ne me suis pas retrouvé dans ces conditions-là. Et donc ça, c'est une des limites qu'on peut avoir si on fait mal les choses. C'est pour ça que ça ne peut pas être juste un outil technologique, c'est un outil scientifique. Et c'est pour ça que ça ne peut fonctionner que par l'interaction des scientifiques et des sportifs et des entraîneurs. C'est tout le travail qui a pris du temps, comme tu disais tout à l'heure, ça prend du temps, mais c'est fondamental. Sans ça, c'est un jeu libre. Et donc voilà, les grosses limites, ça va être ça. On peut déborder très facilement, on peut faire ce qu'on veut. Et on sait que les boxeurs peuvent avoir pas mal de déplacements. Est-ce que l'outil est utilisable lorsqu'ils se font un déplacement justement? Ah oui, je croyais que tu allais dire déplacement sur le ring. Déplacement sur le ring, quand j'ai cherché une bonne réponse, déplacements internationaux, là je vais me faire taper sur les deux. Non, c'est justement l'étape d'après. C'est-à-dire que le casque qu'on a mis en place, d'ailleurs, à un moment vous avez peut-être vu des vidéos, alors Bilal qui l'utilisait, en fait on a équipé le 3e ring du Pôle France avec les capteurs qui vont bien, justement pour le déplacement sur le ring. C'est-à-dire qu'en utilisant la réalité virtuelle, c'est des casques sans fil, et même quand il se déplace dans le ring, en fait, ça suit le boxeur automatiquement. Donc puis on a synchronisé évidemment le ring réel et le ring virtuel, donc il est vraiment dans les vraies conditions, il peut s'appuyer sur les cordes et boxer. Simplement ça, ils peuvent le faire que quand ils sont à l'INSEP. Et donc il existe des systèmes de casques sans fil autonomes. Le problème c'est qu'on ne veut pas juste avoir de la stimulation, on ne veut pas juste les stimuler, on veut aussi leur mouvement. Et donc à partir de là, il faut qu'on ait des capteurs qui en temps réel de manière précise des données, et ça complexifie beaucoup les choses. Donc on a développé une version qu'on vous a montré il n'y a pas très longtemps de système autonome qui tient dans une valise, où ils peuvent avoir les capteurs et le casque. Simplement, le fait d'être un casque autonome, les performances du casque en termes de vitesse graphique sont, à mon sens, un petit peu plus actuellement. Donc ça c'est les débats qu'on a actuellement avec les entraîneurs.
Est-ce que finalement, on dégrade un petit peu le côté graphique? Parce que finalement, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est le mouvement de l'adversaire. Et donc, peut-être le décor, la foule, on s'en moque. Mais il faut que la préservation du ce qu'on appelle le mouvement biologique, le vrai mouvement du boxeur, il soit parfaitement préservé. Et donc là, on est justement sur cette phase-là où, pour les stages internationaux, pour le moment, ils ne peuvent pas l'utiliser. Et on s'est retrouvé au max du projet, pile avant les Jeux de Paris 2024, et forcément, c'est là qu'il y a le plus de stages internationaux. Et donc ça a été une vraie limitation de l'utilisation du système. Donc on a une première solution qui fonctionne, mais on est dans la phase d'optimisation parce qu'il voilà, on a discuté, moi ça ne me satisfait pas assez. Il faut que les performances, il faut que la fluidité soit parfaite, il faut que la lecture des informations sur le patient soit parfaite. Sinon, finalement, on entraîne à percevoir des choses qui ne sont pas. Ce à quoi le boxeur ou la boxeuse. Leonardo, vous, dans votre carrière actuelle d'entraîneur et future carrière d'entraîneur, je l'espère, est-ce que vous envisagez d'utiliser justement ces outils? Oui, si l'occasion se présente et qu'on a les moyens, bien évidemment, donc ça fera un outil de travail supplémentaire justement pour pouvoir entraîner les boxeurs, que ce soit au lycée ou en déplacement ou bien même sur place à la salle. Ça peut être un outil très intéressant pour le boxeur. J'ai une question pour vous tous. Est-ce que c'est bon à former un entraîneur à ces outils? Je pense que ça dépend de l'appétence de l'entraîneur et de son ouverture en fait, à la technologie. On a des entraîneurs sur le pôle qui sont très volontaires et qui ont envie d'évoluer avec les technologies. Et on en a d'autres qui sont un peu plus récalcitrants et auquel cas il faut s'armer de courage et être patient, comme sur le développement des outils. Et être convaincu effectivement que ça sert. Et donc faire tous ces allers-retours de là ça fonctionne, là c'est pas assez performant, comment on pourrait l'améliorer, comment on pourrait répondre au mieux à vos besoins, et donc faire tout ce travail aussi de communication avec les entraîneurs pour répondre au mieux à leurs attentes. Parce que c'est pas juste le côté scientifique qui a des attentes, c'est aussi nous sur le terrain, il faut que ça soit fonctionnel et utile. Et donc, voilà, encore une fois, faire tous ces allers-retours, c'est vraiment fondamental. Donc, la formation, je pense que globalement, là, sur les deux outils qu'on utilise, même si PERF, il y en a plus que deux, non, c'est assez rapide. Il faut juste que l'entraîneur ait envie, globalement. Voilà. Très bien, merci. Lionel, j'ai une question pour vous. On sait que le temps de la recherche et du sport n'est pas le même. Il faut du temps pour mettre en place ces protocoles scientifiques, alors que les boxeurs souvent veulent des résultats rapides et concrets. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer cet équilibre qui est parfois complexe? Ouais, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, même si on vous avait demandé des réalisations concrètes, des réalisations appliquées, on est quand même des scientifiques qui sont évalués par rapport aux articles qu'ils publient. Donc effectivement, pour le projet, on a essayé de gérer, je dirais, deux temps en fait. Un temps court, où on avait des recours assez réguliers, et puis j'ai essayé quand même aussi de permettre aux équipes de pouvoir publier. Et c'était, voilà, c'est passé en fait, ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on a eu une grosse séance en fait, de capture de mouvement sur place, donc avec marqueur et puis marqueur-less. Quand je dis marqueur-less, c'est de faire de l'analyse de mouvement sans marqueur. Et ça fournit une base de données qui a permis de publier avec l'accord de la fédération. Mais voilà, donc ça s'est concrétisé comme ça, quoi. Et puis après, au jour le jour, en fonction des demandes sur quel type de rapport, quel type d'indice visuel, quel type d'indice de mesure on voulait à partir de la vidéo, à partir des capteurs, ça répondait à la question. Voilà. Donc j'ai trouvé que ça avait bien fonctionné comme ça. Mais ce côté scientifique en fait, a beaucoup été résolu par cette base de données. En fait. On a fait assez tôt, en fait. Alors, je me souviens, c'était au début du projet. Donc on a amené caméra, capture du mouvement, on équipait. Donc c'est vrai qu'avec les marqueurs, en fait, les marqueurs de capture du mouvement, on ne peut pas les utiliser en combat, c'est dangereux et puis ça perturbe. Donc on a fait du ghost,
où les boxeurs étaient tout seuls, en fait, du Shadow aussi. Et puis on a fait aussi toute une séance de test match, donc là avec les 12 caméras vidéo, et donc qui a permis de vraiment commencer plein de choses et qui ont donné lieu à pas mal de communication. Et vous, Charles, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, moi je rejoins tout ce qui a été dit. Un des points fondamentaux de tout outil, de toute technologie, de toute science d'ailleurs qu'on va mettre derrière, qu'on va donner comme outil pour les entraîneurs. Là, c'était particulièrement le cas aussi pour nous, pour la réalité virtuelle, parce que c'est une modalité d'entraînement en rupture par rapport à ce qui se faisait. Mais c'est valable tout le temps, c'est le compte rendu. C'est-à-dire que, et comme tu disais, le temps de ce compte rendu, c'est pas tu auras le résultat dans une semaine. Et donc, c'est notamment une illustration ici. Vous voyez, c'est un des types de compte rendu qu'on avait. À gauche, vous voyez, c'est sur l'écran. Donc ça, c'est les entraîneurs qui nous aident. Mais moi, en temps réel, ce que je veux, c'est juste, par exemple, le nombre de défenses réussies, le nombre de contre-attaques produites, et éventuellement le nombre de contre-attaques réussies. C'est les seuls indicateurs qu'il me faut pendant la séance d'entraînement. Par contre, dès que la séance d'entraînement est terminée, là, je veux le compte rendu complet. Et donc, on avait chacun des parties de terrain, c'était un 3-4 ans, on avait chaque round ce qui s'était passé, les performances et l'évolution dans ces sessions-là. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que nous, en tant que scientifiques, il faut vraiment qu'on prenne le temps de faire cette restitution. C'est la base de la communication et de l'utilité de l'outil pour les entraîneurs. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, effectivement, il peut y avoir il y a le temps recherche qui est plus long. Après, ce temps recherche, on le décompose en études plus ponctuelles, plus ciblées, qui répondent tout de suite à des questions, et ça permet en parallèle de mettre en place des choses à plus long terme. Il faut gérer les deux en même temps. Et je voulais juste rajouter un point, c'est que, par exemple, dans le projet REVER, on avait un chercheur qui est spécialiste de l'acceptabilité et de l'acceptation. Ces notions-là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, cet outil de réalité virtuelle, il n'a aucun intérêt s'il n'est pas utilisé. Il peut être aussi génial qu'il veut, si les gens n'y adhèrent pas, ça ne sert à rien. Et notamment, donc ces questionnaires-là, l'acceptabilité, c'est avant même que vous ayez utilisé l'outil. Vous prenez l'outil de réalité virtuelle, enfin vous ne le prenez pas justement, on vous explique ce que fait la réalité virtuelle, vous observez l'avis qu'ont les gens, les boxeurs, les entraîneurs. Finalement, est-ce que vous pensez que ça a une utilité? Utilité pour l'entraînement, utilité, enfin il y a un certain nombre de questions. Et on fait essayer les casques de réalité virtuelle et on repose les mêmes questions. Là, en général, les scores montrent, parce que là, c'est vraiment des technologies particulières qu'il faut vraiment tester. Mais aussi, et surtout, on rajoute des modalités, des fonctionnalités pour les entraîneurs. Les entraîneurs disent, moi, il me faut cette modalité-là. Et on teste l'acceptation après l'ajout de ces modalités auprès des entraîneurs. Mais ça, c'est eux qui sont un peu à la commande, c'est sûr que c'est plutôt ce qu'ils veulent. Mais même auprès des athlètes. Et finalement, on se rend compte qu'il y a eu, par exemple, alors là, on sort du cadre de la boxe, mais pour l'athlète, la présence d'adversaires sur les couloirs pour le 4x100 mètres a complètement basculé la vie des entraîneurs sur l'utilité de cet outil. Enfin, en tout cas, l'a grandement amélioré. Et donc ça permet en plus scientifiquement d'évaluer les modalités, les fonctionnalités des outils qui sont vraiment importantes ou pas. Donc voilà, on rentre dans cette démarche de co-construction, comme on disait, et même si le temps est différent, à partir du moment où il y a une utilité, il y a un retour immédiat, ça permet de construire l'étape d'après, l'étape d'après. Ça, moi, je voulais revenir sur les comptes rendus et l'importance des comptes rendus. Ça permet aussi de passer peut-être des croyances. Nous, on parle beaucoup de ça avec les entraîneurs. Vous voyez, le boxeur, je l'ai vu 200 fois, je sais qu'il fait ci, ça. Et en fait, montrer les choses et appuyer là où c'est vrai, c'est important. Et c'est pour ça que ces rapports, effectivement, sont importants, parce que 3 minutes, c'est long, 3 fois 3 minutes, c'est encore plus long. Et donc, se rendre compte réellement il a fait tout le temps la même défense. Mais en fait, je ne me suis pas vraiment rendu compte, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Derrière, les rapports, ils nous permettent vraiment de savoir si c'est factuel ou pas. La même chose pour l'analyse vidéo, ne serait-ce que la cadence, savoir si un boxeur il produit énormément tout le temps ou pas, ou si effectivement s'il fait une fois et il s'est adapté au boxeur qu'il avait en face de lui, c'est important, ça nous permet aussi de savoir si nous, nos boxeurs français, ils sont alignés sur la concurrence à l'international, et donc s'ils produisent suffisamment, si ils arrivent à s'adapter aux différents types de boxe qu'ils rencontrent. Et donc, encore une fois, voilà, ces rapports sont vraiment cruciaux pour nous.
Moi, je vais répondre à ta question initiale. Est-ce qu'on pourrait intégrer ça au sein des clubs, au sein du Pôle France? Est-ce qu'on peut réussir à les convaincre et tout ça? Il faut savoir que le Pôle France a une grosse influence sur la boxe en France, donc notamment au sein des clubs. Donc, je pense que dès que l'équipe de France, le Pôle France sera convaincu en fait, de cet outil de travail, ça fera un peu l'unanimité, pardon, pour le reste des clubs français. Donc si l'équipe de France intègre vraiment cette pratique, il faut savoir que les autres clubs vont suivre également. Parce que l'équipe de France, ça reste quand même, ont quand même une influence majeure. Mais justement, ça rejoint la question que j'allais vous poser. Sur cette acceptation, vous, de votre passé, enfin, de votre actualité en tant qu'entraîneur avec des boxeurs et des boxeuses que vous côtoyez, est-ce qu'ils sont plutôt enclins à utiliser ces outils? Alors, pour l'honneur, justement, ils seraient plutôt ravis de pouvoir rien que l'essayer, tu vois. Rien que de l'essayer, je pense que pour eux, ce serait plaisir. Et justement, on a aussi une génération de boxeurs qui sont très, très modernes, dans le sens où ils sont beaucoup sur les réseaux, où ils sont assez ouverts pour essayer des nouvelles choses. Contrairement, par exemple, tu as des entraîneurs actuels, plus les anciens, entre guillemets, qui relancent dès le départ. En réalité virtuelle, non. C'est pas de la vraie boxe, ils vont te dire. Alors que tu as les entraîneurs qui sont on va dire, un peu de la nouvelle génération. J'ai fait l'occurrence, je pense par exemple à Mahamid Elmira, qui est entraîneur en France actuellement, qui est à peu près de la même génération que moi, parce que nous étions partenaires d'entraînement à l'époque en équipe de France, on était en concurrence, donc nous étions dans la même catégorie, ça reste quand même un ami, un retour, et voilà, il fait partie de cette génération qui reste assez ouverte pour essayer de nouvelles choses pour l'évolution de la boxe. Comment est-ce que vous voyez la suite de ces projets, notamment au sein du Pôle France? Ça va faire un peu la transition avec les questions. Par contre, ce que dit Leonardo, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté, surtout effectivement dans la nouvelle génération, de ces technologies. Le problème, c'est de trouver une façon de disséminer ce qu'on a fait avec les sportifs de très haut niveau vers les clubs et les associations. Donc là, par exemple, au niveau de la boxe, nous, on est en train de se rapprocher d'un partenaire industriel pour finalement avoir une société qui développe l'outil, qui la met à disposition de la Fédé pour qu'on puisse nous continuer à faire tous les travaux qu'on fait scientifiques. Eux, ils ont une validation scientifique et à ce moment-là, cet outil-là peut se répandre dans le grand public ou les associations. Et donc, il y a des modèles économiques aussi. Tu parlais de contexte un petit peu compliqué en ce moment. Des modèles économiques à trouver aussi pour permettre cette diffusion à plus large échelle. C'est vrai que on veut tous que ça continue, quoi. Donc, c'est vrai que, alors, en ce sens-là, on essaye de rendre les outils les plus autonomes possible. C'est-à-dire que ça demande vraiment un énorme travail en fait, de la part. Et là, on est presque du travail de développement, et là, c'est un peu compliqué quand on est là de recherche. T'évoquais une société, on est un peu à chaque fois un petit peu à la limite, quoi. On se dit, voilà, on n'est pas en train de se transformer en entreprise de développement, ce qu'on n'est pas quoi, dans un laboratoire, mais on a quand même à cœur d'aller porter nos outils jusqu'au bout. Donc je pense que c'est une bonne démarche de les trouver éventuellement. On s'appuie beaucoup aussi sur le ministère du Sport et donc l'Agence nationale du sport a un organe qui s'appelle le Sport Data Hub, qui est dédié au support numérique pour le sport. Donc on travaille beaucoup avec eux pour transmettre nos outils, et donc qui ont ce rôle à la fois d'acteurs publics. Donc c'est plus facile de gérer les relations entre acteurs publics, mais quand même qui a une action de développement. Donc nous, voilà, on essaye de s'inscrire aussi. Donc, voilà, parce qu'on sait comme c'est un organe qui dépend du ministère des Sports, il a vocation à continuer à travailler avec les fédérations.
voilà, donc ce travail d'autonomie, moi c'est quelque chose, évidemment, j'ai toujours dit aux équipes, dites-vous que les entraîneurs, tout aussi intéressés qu'ils peuvent être, ou le staff, ils ont aussi énormément de choses à faire, et donc plus c'est automatique, et plus il y aura l'acceptation. Bon, je parle, alors, après, voilà, on fait des choses un peu différentes entre réalité virtuelle et analyse du mouvement, mais nous, voilà, c'est vraiment primordial en fait, d'avoir cet aspect automatique. Donc voilà, on essaie de faire en mieux, quoi. Ouais, je te rejoins complètement. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on travaille avec des sportifs notamment de haut niveau, et les données de ces sportifs-là, c'est des données sensibles. C'est-à-dire c'est des données aussi sensibles que des données médicales. On peut très vite, surtout avec l'intelligence artificielle ou toutes ces technologies statistiques, finalement extraire automatiquement des informations et finalement identifier l'athlète qui est à l'origine, même si on a anonymisé les données. Et donc tout ça, c'est des données très sensibles. Donc, le Sport Data, par exemple, permet aussi de sécuriser les données et donc simplifier aussi cette intégration dans la recherche. Mais effectivement, tu as soulevé un point aussi, et on a passé un peu de temps là-dessus, c'est sur la formation des entraîneurs. À la fin, on est en support des entraîneurs, et donc il faut que les entraîneurs soient autonomes. Si on veut que ce soit pérenne, il faut que les entraîneurs puissent l'intégrer complètement dans leur planification d'entraînement, le modifier quand ils veulent en fait. S'ils ne sont pas maîtres de l'outil, ils ne peuvent pas l'intégrer pleinement et pouvoir l'exploiter à son maximum. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Ah, mais c'est un moment vachement intéressant, d'essayer de pousser ce qu'on fait, et puis que ce soit que les gens s'en saisissent, quoi, que les utilisateurs s'en saisissent. C'est presque, ouais, je me rends compte avec ce projet, c'est un travail en soi, de ce côté adaptation de l'utilisateur, quelque chose que vous n'avez pas vraiment, enfin, vous n'avez pas tant que ça, enfin, je sais que vous avez pas mal plus, quoi, mais moi c'était assez nouveau, c'est quelque chose que j'ai découvert. Mais ça demande un travail, parce que là on parle du travail de nous au niveau recherche, mais au niveau des entraîneurs, c'est un travail de compréhension des outils, de cerner comment finalement une problématique de terrain peut être traduite en contrainte d'outils, puisse exploiter ces données-là. Enfin, il y a un vrai travail, c'est pour ça que je parlais de construction tout à l'heure, il y a un travail aussi phénoménal du côté des entraîneurs que du côté des scientifiques. C'est pour ça que s'il n'y a pas un des deux, c'est mort d'avance. Et donc, tu parlais de Bakary par exemple, ou d'autres entraîneurs, c'est des entraîneurs qui ont beaucoup fait bouger les choses aussi. Et ils se sont pas moins investis, donc tous les jeunes, on va en parler de plein de monde au Pôle France, mais c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Et Chloé, vous, quelle est votre vision sur la suite de ce problème? L'idée de toute façon, c'est de continuer de travailler sur ces projets. Paris 2024 est fini, pour autant là, les athlètes sont encore en compétition et il y a encore plein de données à traiter. Donc nous, on a besoin de ces technologies maintenant qu'elles sont bien implantées. Et l'idée, c'est de continuer de développer. Parce que la boxe, ça reste un sport qui est dangereux. Et donc, il faut continuer de travailler dans un sens où les athlètes peuvent continuer à s'entraîner, mais toujours dans des conditions les plus sécuritaires possibles. Et donc, la réalité virtuelle, ça joue aussi. Ça permet quand même de continuer à un athlète de s'entraîner, même si, en prenant moins de coups, continuer de travailler sur des automatismes. L'analyse vidéo, ça nous permet aussi de dire, là je pense qu'il a pris trop de coups et donc on va se calmer un peu, on va passer un peu plus en réalité virtuelle. On est en train de réfléchir sur d'autres projets, notamment, on avait peut-être entendu parler des protègements connectés. Nous, on a actuellement un capteur qu'on peut mettre sur le casque pour voir effectivement le nombre d'impacts qui ont été pris et la puissance des impacts qui a été pris. Et on est en train de réfléchir avec la Fédération de rugby à potentiellement déployer un protègement connecté avec tout ce que ça engendre comme problématique. Le protègement est plus gros, la puce, est-ce que vraiment les athlètes vont pouvoir la mettre, tout ça. C'est intéressant parce que ça nous pousse tout le temps à évoluer en fait dans notre pratique. On n'est plus juste dans tu fais un entraînement, on s'entraîne, on met les gants, c'est fini. On n'est plus juste là-dedans en fait. Et on a beaucoup plus de métriques, beaucoup plus de données qui nous permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et étant boxeuse aussi, je sais tout ce que ça implique et toute la charge que ça implique, interne et externe. Et donc, je pense que c'est vraiment important de déployer et de continuer de déployer des outils. C'était une dernière question plus globalement. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du numérique dans la boxe? Plein de choses. Non, il y a plein de choses. Il y a déjà, on a discuté, mais même dès le départ de la création du projet, on discutait du couplage de d'autres projets. Il y
voyez bien que d'un côté, on a de la réalité virtuelle face à un adversaire qu'on a capturé, par exemple Leonardo. On va pouvoir boxer contre Leonardo, ça c'est toujours un plaisir, en virtuel. Donc ça, c'est ce qu'on a, mais dès le départ pour le France de boxe, ils nous ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est de nous confronter à un futur adversaire. Et j'aurais dit que dans la version actuelle du projet, il n'y aura pas ça. Mais là, quelque part, à partir du moment où donc on a des travaux, là, je vois des collègues qui sont là, sur lesquels on travaille justement pour extraire automatiquement avec l'intelligence artificielle le comportement à partir de vidéos, à partir de tout ce que tu fais au niveau de Perf Analytics. Il y a toute une couche là d'IA couplée à ce qu'on fait par exemple en réalité virtuelle et biomécanique, il y a études marketing. Tout ça, ce côté interdisciplinaire se couple très bien. Ce qui fait qu'on va pouvoir automatiquement, à partir des vidéos de matchs, de combats, pardon, de précédents d'un adversaire, on prend toutes ces vidéos, on en extrait pas juste les mouvements. Les mouvements, c'est déjà une grosse problématique parce que le mouvement, quand vous l'extrayez et qu'on vous en fil de fer, vous savez, vous voyez sur une vidéo, c'est une chose. Quand on l'intègre dans la réalité virtuelle, il nous faut des niveaux de précision comme on peut faire dans Perf Analytics, au niveau biomécanique. Il faut que le mouvement soit très réaliste, comme la face à face. Mais c'est surtout son comportement. Et là, c'est le limite aussi. C'est que le comportement d'un athlète de très haut niveau, l'IA va nous permettre d'extraire son comportement, va nous permettre de l'intégrer. Et donc là, c'est une plus-value montreuse, c'est-à-dire que vous allez directement vous entraîner avec la réalité virtuelle, avec le boxeur, sa gestuelle et son comportement, ses stratégies en fonction de ce que vous faites. Donc ça, c'est sur quoi on travaille actuellement. Mais l'étape d'après, c'est comment on fait en plus évoluer ces systèmes-là, parce qu'un sportif de très haut niveau, c'est quelqu'un qui sait s'adapter en permanence. C'est-à-dire qu'il va essayer une stratégie, ça ne fonctionne pas, pendant le combat, il va l'adapter. Et donc ça veut dire que finalement, ce qu'on apprend par statistique, par intelligence artificielle, par machine learning, on va apprendre sur ce qu'il a fait. Peut-être qu'à ce moment-là, il va voir que ça ne fonctionne pas, il va changer. Et donc, il faut aller extraire d'autres choses, et donc il y a beaucoup de choses, des perspectives. Juste déjà, en parlant des projets dont on parle. Donc, oui, et puis après, bon, il y a tous les autres aspects, sommeil, nutrition. D'autres choses à rajouter. Moi, je serais content quand on aura effectivement une automatisation complexe pour une vidéo. Effectivement, on extrait des données, on extrait des choses. Alors, on est vraiment dans la mesure, donc c'est la réalité telle qu'elle est. Quoi. Et du coup, on est là pour continuer à valider aussi est-ce que ce qu'on mesure, ce qu'on délivre, ça correspond vraiment à la réalité. Donc on a un travail sur la validation qui nous semble vraiment important. Et donc voilà, j'ai remonté comme ça effectivement en complexité sur les données du ministère. Mais déjà dans un premier temps, on va être sûr de la réalité de ce qu'on fait. Pour conclure, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et l'importance aussi de faire le lien entre les sportifs et les scientifiques dans le but d'améliorer la performance justement. Et puis je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter sur le ballon. Sinon on va pouvoir passer aux questions. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions dans la salle? Je ne sais pas si le live marche dans le chat peut-être. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Vous pouvez utiliser le micro si vous voulez. Moi j'ai une question sur la propriété business model dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un avec les jeux vidéo, donc si on imagine qu'on extrait les mouvements via les vidéos qui sont au niveau de service, et puis on dit voilà on a récupéré tel et tel boxeur, est-ce que, j'imagine qu'il y a des jeux vidéo autour de la boxe, est-ce que là ces gens-là ils vont approcher je comprends bien aussi que sur ce monsieur, les datas soient confidentielles, et puis là on ne peut pas utiliser ça. Mais par contre, avec les gens qu'on voit à la télé, les boxeurs, etc. Bon, c'est un acteur type avec lequel on travaille, donc effectivement c'est des questions qui là aussi. Ça peut être vu comme aussi une valeur, c'est-à-dire que les captures de mouvements spécifiques d'un boxeur, à partir du moment où ça s'intègre dans ton outil par exemple de réalité virtuelle, et tu vas pouvoir par exemple exploiter les captures de mouvements de Leonardo et tu vas pouvoir t'entraîner spécifiquement contre lui ou avec lui,
la valeur ajoutée, elle est tout de suite plus grande en fonction du sportif et de son palmarès. Et donc, c'est à partir du moment où il y a un enjeu et un accord commercial entre la boîte de jeux vidéo, par exemple, et le boxeur, l'API, tu le règles comme ça. Mais par contre, à moins que tu parlais de l'extraction... Justement, je disais que je ne vois pas un boxeur professionnel, donc il sait que ça a de la valeur, son mouvement, donc du coup il ne va pas négocier avec quelque chose que ce soit. Par contre, est-ce que, je ne sais pas si d'un point de vue juridique, si on le filme et qu'il est en action avec 10 TV, tu peux extraire son mouvement et puis voilà. Mais je ne sais pas si après d'un point de vue légal, parce que tu as observé sur l'asement, tu l'as reproduit, il était libre. Ça, c'est un problème, alors, dans les collègues, on a cette discussion régulièrement, c'est le problème plus général de l'IA. C'est-à-dire que tu utilises des données que tu as récoltées Et qui sont publics. Et qui sont publics ou pas. Après, ils sont diffusés. Tous les combats, ils sont publics. Donc, à partir de là, normalement, tu peux les exploiter. Mais effectivement, il y a là où c'est plus problématique, c'est que tu ne comprends pas de visualiser, tu en extrais des informations. Et là, je ne suis pas juriste et je sais pas comment il est tout ça. Et alors, effectivement, le jeu vidéo, on tout de suite, moi, plus en direct, moi, je suis sollicité plutôt par les sociétés qui font tout ce qui est stats, en fait, stats de sport, notamment à partir de la vidéo. Et j'ai assisté effectivement à des débats, je ne sais plus c'était dans quel cas, et où ça devient assez critique, en foot par exemple, où les sociétés vont prétendre, les sociétés non scientifiques, vont prétendre de sortir tel ou tel stat. Il faut savoir que les stats qui vont être sortis ont une influence sur la carrière. C'est-à-dire qu'on va dire que telle ou telle personne, a telle ou telle compétence, mais finalement sur des stats qui ont été faites par une bonne noire. Et du coup, voilà, c'est très très délicat. Mais qu'est-ce qui te gêne là? C'est le côté boîte noire ou Ah oui, c'est parce que des carrières, des salaires, des recrutements se font sur la base de stats délivrés par des sociétés qui n'ont jamais été validées scientifiquement. Et donc du coup, pourquoi la carte? Et moi j'avais assisté dans le foot, c'était un débat effectivement entre... Il y avait un président de club, le président du syndicat des footballeurs professionnels, et puis quelqu'un d'une boîte comme ça, quoi. Et il disait, bah oui, il y a quand même un problème, quoi, parce que... et ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire que, voilà, enfin, la technologie, il faut que ça soit adressé au staff, quoi. Enfin, il ne faut pas prendre la technologie pour argent comptant tout le temps, quoi. Et donc, du coup, non, voilà, il faut faire attention, quoi, effectivement, sur la suprématie du chiffre, quoi. Ça peut être dangereux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je veux bien poser. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler de retour haptique pour rendre les entraînements encore plus réalistes. Où en êtes-vous? Et puis, sinon, est-ce que vous avez aussi quelques pistes sur la réalité augmentée? Est-ce qu'elle serait plus facile à transporter dans les déplacements des grands sportifs? Merci. Alors, sur l'aptique, quelque part, c'est ce qu'on veut éviter, d'avoir des impacts. Donc, si on veut éviter de restituer les impacts, c'est bien. Mais non, on peut avoir un niveau d'aptique qui est déjà d'avoir les informations de contact juste sans avoir les chocs. Pour avoir. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. On joue beaucoup pour le moment sur le visuel et sonore. C'est-à-dire qu'on va avoir des feedbacks visuels et sonores qui donnent l'information de contact. Donc on n'a pas... Sur l'adversaire, c'est très facile. On fait apparaître les impacts et en fonction de l'intensité de la frappe qu'il y a eu, on va avoir par exemple un impact plus ou moins grand et qui est plus ou moins persistant. Ça permet tout de suite d'avoir ce retour-là. Sur les impacts sur soi-même, là c'est vrai que ça serait bien d'avoir l'aptique. Donc on n'en a pas actuellement, on n'a que du sonore. Mais ça peut être intéressant. Et de toute manière, de manière générale, on se retrouve toujours là, c'est un domaine de recherche qui continue à travailler, sur le multimodal, c'est-à-dire plein de modalités sensorielles différentes. Ça peut à la fois être très très bénéfique, parce que ça donne plus d'informations,
ça rend encore plus contextualisé, plus réel les retours qu'on va avoir, mais en même temps, ça peut créer des surcharges cognitives. Donc, il faut trouver la bonne balance, et donc là, c'est là qu'il y a la recherche qui doit continuer dans ces domaines. En ce qui concerne la réalité augmentée, l'une des limitations énormes qu'on avait jusqu'à présent, mais c'est encore le cas, mais c'est le champ de vision, qui est encore plus restreint, et le cas d'étude, c'est-à-dire que finalement, l'utilisation de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée ne répond pas aux mêmes besoins. C'est-à-dire que quand nous, on va vouloir mettre le boxeur dans son ring qui va s'entraîner avec une personne spécifique, il va pouvoir s'entraîner n'importe où. On parlait tout à l'heure de stages internationaux, il va être dans une salle n'importe où, il met son casque et il peut s'entraîner si la salle est assez grande, donc il évite de taper dans les murs. Là, en fait, la réalité virtuelle, c'est fondamental, ça nous isole de l'environnement. On n'est pas obligé d'avoir le ring, on n'est pas obligé d'avoir tout l'environnement qui va bien. La réalité augmentée va nous permettre de, par exemple, si on était sur le ring de boxe à L7, de venir ajouter le boxeur dans ce ring-là. L'avantage, c'est qu'on voit le vrai ring réel. L'inconvénient, c'est que finalement, il y a un travail qui est un petit peu différent, et puis il faut surtout être localisé sur le ring, et le champ de vision est plus limité. Donc il y a encore des choses, mais en fait, il ne faut pas les opposer. Dire que la réalité augmentée sera mieux, c'est pas vrai. C'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes problématiques, et c'est pas les mêmes apports. Derrière la notion de réalité augmentée, nous finalement on en fait un peu au sens de la vidéo augmentée. Ça c'est quelque chose qu'on a observé aussi, c'est dès lors que, peut-être un peu discipline que la boxe, mais dès lors qu'on va afficher du contenu en fait en lien avec les vidéos, le contenu scientifique est mieux perçu en fait. C'est un aspect, le projet Perfect Analytics a beaucoup travaillé aussi sur cette idée du in situ. Et ça va aller autant pour la prise d'informations in situ que la restitution in situ. Et derrière la réalité augmentée, ouais, effectivement, il y a vraiment du potentiel. Quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vous remercie de votre question ici. Oui, donc généralement je travaille avec le monde connecté. On a aussi quelque chose que j'ai découvert justement, c'était en France à l'époque, c'était des capteurs. Lorsqu'on va travailler au PMA, SAC ou en course. Donc voilà, mais le premier signe de risque de blessure qu'on a, c'est notre corps qui nous avertit. Donc voilà, il faut être très à l'écoute. Il faut d'abord se connaître. Donc tu connais ton corps, tu sais très bien à quel moment il commence à te dire là, on y va mollo parce que je commence à être inquiet. Donc voilà, il faut écouter son corps et puis voilà, travailler un peu au maximum avec des outils qui peuvent nous permettre de mieux mesurer tout ça. Nous, au pôle, on met beaucoup d'outils à la disposition des athlètes. Comme le disait Léonard tout à l'heure, l'INSEP, c'est vraiment un grand luxe. Et donc, on met en place un suivi tous les jours. Ils doivent noter leurs sensations au réveil. Donc, on sait exactement comment ils se sentent. Et donc, ça permet aussi d'adapter la charge d'entraînement. Ils doivent noter chaque séance aussi, leur ressenti après chaque séance. Ce qui permet, pareil, de se dire la charge elle a été plus ou moins bien ressentie et donc potentiellement